Alors, je vais inviter Mariouche Gagné à me rejoindre sur scène, que vous pouvez applaudir aussi. Surtout elle, en fait. On va faire une discussion un peu informelle. Alors, je vous invite aussi à lever la main, poser vos questions pendant l'entrevue. Ça risque d'être plus sympathique. Mariouche, d'abord, je vous la présente si vous ne la connaissez pas. Mariouche, vous êtes... Enfin, on va se tutoyer, en fait, ça va être même plus simple. Née dans le village amérindien de Loretteville. J'ai appris ça. Tu as étudié en design de mode au collège La Salle à Montréal, puis ensuite à la prestigieuse Domus Academy à Milan. Et puis tu as créé cette marque Arikana, qui est aujourd'hui ta marque, qui est exportée un petit peu partout dans le monde. On va en parler tout à l'heure. Ça a débuté en 1997, et puis l'histoire que tu vas nous raconter. 94. Moi j'ai 1997. Bon, c'est encore plus vieux. Bref, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tiens, tu peux prendre ton micro. Alors, c'est sûr qu'on est très loin du milieu de l'édition. On est très loin du milieu de l'édition, mais en même temps, moi, ce que je trouve vraiment fascinant dans l'histoire d'Arikana, c'est tous les parallèles qu'on peut faire justement avec le milieu de l'édition, un milieu qui est en train de se réinventer, un petit peu aussi comme l'univers du commerce de détail, l'univers de la mode, qui suit des grands bouleversements. Bref, on va parler de tout ça, mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu d'où ça vient, l'idée de ton entreprise. Moi, je vais poser une mini-question. Combien connaissent déjà Arikana? Ah, quand même! Bon. Et combien ont des vieux manteaux de fourrure dans leur garde-robe? Ah, il me reste encore un peu de fourrure à recycler. Ah. Donc, bonne vendeuse. Non, mais je suis toujours curieuse parce que je me dis, ça fait quand même 23 ans que je fais ça. Donc, je suis toujours assez curieuse de voir qui a encore des anciens manteaux de fourrure. Écoutez, je vais vous expliquer un tout petit peu comment j'ai commencé Arikana. C'est que j'ai été choisie pour aller dans une école extraordinaire qui est la Domus Academy à Milan. Il y avait un gros problème, c'est que j'avais un budget de 7 000 $ pour l'école, puis l'école coûtait 25 000 $. Donc, c'était un gros problème. Mais comme j'étais déjà un peu entrepreneur, souvent les entrepreneurs, on réfléchit pas, on fonce. Et est arrivé un moment où j'avais plus d'argent pour payer mes frais de scolarité à Milan. Et j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, va au collège La Salle, s'il te plaît, maman, et vends ma machine à coudre, ma table de moulage, mon snowboard, mes skis, mes rollerblades, ce que tu as quand tu as 22 ans, qui était pas énorme. Et comme ça, je vais pouvoir faire un petit mois de plus à la Domus Academy. Et quand elle est allée au collège La Salle, elle a vu le concours du Conseil canadien de la fourrure, qui est un gros concours de design de fourrure. Et on n'avait pas d'Internet, donc on s'envoyait des fax, ma mère et moi. Donc, je reçois ça par fax dans mon appart à Milan. Si on pouvait appeler ça un appart, là, c'était plus comme une salle de bain où on vivait. Mais, et j'ai rappelé ma mère, puis j'ai dit, maman, je suis une écologiste, je suis une fille de plein air. Moi, la fourrure, ça m'intéresse pas. Elle m'a dit, ben ma chérie, t'as plus d'argent, t'es bonne dans les concours, trouve quelque chose. Donc, j'ai donc envoyé des dessins de vêtements de ski doublés en fourrure. J'étais fascinée par tout ce qui était Inuit. Je suis née sur un village autochtone de Wendake. J'ai un nom autochtone, donc j'avais cette espèce d'imaginaire où je me disais, bon, la fourrure, ça a une certaine logique si c'est porté vers l'intérieur. Donc, j'ai fait mes sketchs, j'ai envoyé ça au Canada, et quelques jours plus tard, j'avais un fax de ma mère qui disait « Félicitations, ma chérie, tu es une des finalistes. Tu dois revenir au Canada. » Donc, je suis retournée au Canada. Ils m'ont commandité de la fourrure, mais pas assez de fourrure pour tout faire ce que je voulais, là, mes sacs à dos, mes chapeaux. Alors, j'ai dit « Maman, tu sais, tu as 2 vieux manteaux de fourrure que tu n'utilises plus. Est-ce que je peux les découper? » Et ma mère, étant une mère, m'a dit « Oui, tu peux découper mes vieux manteaux de fourrure. » Alors, le manteau de raton et le manteau de vison de ma mère sont devenus des bottes, des chapeaux, des foulards, des sacs. J'ai gagné le 2e prix qui était 14 000 $. Le Collège La Salle m'a redonné une bourse de 7 000 $ pour que je puisse arriver juste correct pour payer mon école. Et je me promenais à Milan avec le gros sac à dos fait dans le manteau de ma mère et tout le monde flattait mon sac à dos et disait « Que bella questa borsa! » Et vera la pellicceria. Puis là, dès que je disais que c'était de la vraie fourrure, tout le monde reculait. C'était les années 90, c'était anti-fourrure. Mais quand je disais « C'est le capoto de la mamma », tout le monde était « Ah, j'ai le manteau de la maman et le manteau de la nonna, fais-moi un truc dedans. » Et j'ai une prof qui m'a dit à ce moment-là, tu sais, il y a 39 pays froids dans le monde, il y a des millions de manteaux de fourrure à recycler, tu devrais faire ton projet final d'études sur la fourrure recyclée. Ce que je fis. Et là, j'ai fini par gagner un autre concours au Japon. Je suis partie au Danemark apprendre la fourrure. Puis là, je suis revenue avec mon diplôme. Puis j'ai fait, ben, qu'est-ce qu'on fait avec un diplôme puis pas un sou dans nos poches? Alors, j'ai appelé les grands-mamans, les tantes. Tout le monde m'a donné ses manteaux de fourrure. J'ai fait une collection. Je suis allée voir Simons. Simons en a acheté pour 4 départements. Et l'histoire est partie d'Arikana. Je me suis réveillée 2 ans plus tard, à 25 ans, avec 25 employés.
et des exportations aux États-Unis. Alors, j'ai vécu dans les 20 dernières années les hauts et les bas de l'exportation et j'ai essayé beaucoup de choses. Fait que j'espère que mon expérience au niveau des exportations peut peut-être vous être utile au niveau même de la commercialisation, parce que commercialiser un produit écologique et luxueux, il y a 20 ans, fait de fourrure, il a fallu que j'utilise ma créativité un tout petit peu. Puis si on revient justement à Ricana, les valeurs de base, tu parlais de fourrure recyclée, il y a une consonante écologie là-dedans un petit peu, il y a l'aspect mode. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus justement des valeurs qui fondent ton entreprise? Bien, je dirais que c'est assez clair. À Ricana, il faut que ça soit à la fois écologique et à la fois luxueux. Je n'avais pas envie d'un produit écologique un peu banal, où souvent il y avait soit l'aspect écologique, puis c'était un peu granola, pas très sexy. Moi, j'arrivais de quand même 2 ans en Italie. J'avais envie d'un beau produit bien fait. J'avais envie d'une marque qui pourrait rayonner à l'étranger. Et l'aspect écologique est super important. L'aspect recyclage, utiliser des matières soit recyclées, soit des matières très nobles qui vont durer longtemps dans le temps. Et puis, je me rends compte que ça fonctionne parce que ça fait 23 ans. Et il y a des gens qui viennent me voir avec les produits qu'ils ont achetés il y a 23 ans pour faire changer une courroie, changer... Donc c'est un produit on commence à dure recycler dans le nos temps. propres produits. Donc, des produits qu'on conserve pendant 20 ans, à part effectivement le manteau de la grand-mère ou du grand-père, il n'y en a pas beaucoup dans nos garde-robes. Puis si on revient à Simons, qui a été un de tes premiers clients, premier client, oui. Qu'est-ce qui s'est passé après justement? Est-ce qu'il y a eu d'autres distributeurs comme ça qui ont commencé à commander ton produit? Oui, c'est certain que j'ai, après ça, développé au niveau de la... Je faisais que de la distribution avant. Je faisais pas moi-même de la vente au détail. La vente au détail est arrivée 10 ans plus tard. Okay. Donc, oui, je me suis mis à vendre chez Nordstrom aux États-Unis. Je me suis mis à vendre chez Colette à Paris, chez l'Éclaireur, dans les stations de ski, le Megève, Courchevel, Davos, Gstaad, toutes les grandes stations de ski à Aspen, un peu au Japon, un peu en Corée, un peu en Chine, dans tous les pays scandinaves. Donc, on a exporté dans 19 pays. Là. Pendant les meilleures années, on était à peu près dans 19 pays. Et aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure que tu t'es un petit peu reconcentré en termes de marché. Bien, en réalité, ce qu'on s'est rendu compte en 2008, quand l'économie s'est mise à aller moins bien aux États-Unis, moins bien en Europe, c'est que tout le commerce est en train de se réinventer. Qu'on ne pouvait plus vendre de la même façon. Où moi, je vendais à un distributeur qui, lui, avait un showroom, qui, lui, avait des vendeuses, qui, après ça, vendait à des acheteuses. Il y avait, entre moi et le consommateur, il y avait comme 6 personnes. Et bien sûr, le consommateur savait qu'il payait ces 6 personnes-là. Donc, dans la musique, ça s'est effrité en quelques années. Ouais. Les gens se sont mis à acheter la musique directement sur les sites des musiciens et tout ça. Et dans la mode, c'est en train d'arriver de la même façon. Probablement que dans l'édition, c'est la même façon. Donc, les gens veulent parler directement avec moi. Ce qui n'est pas toujours facile, mais qui est quand même faisable. De là, l'ouverture de d'autres façons de distribuer. Puis justement, ces autres façons de distribuer, l'une des façons, c'est de vendre directement à ta clientèle. Je pense que ça, c'est une première chose. Et je pense que tu as aussi multiplié les collaborations. Oui, puis peut-être que je pourrais montrer un petit peu des photos, ça va aider aux gens de comprendre. Parce qu'il y avait quand même quelques personnes qui ne connaissaient pas Ricana. Donc ça, c'était un peu la recherche de la marque quand j'étais en Italie. Donc, on voit un petit peu que de ça à ça, il y a une petite différence. Je m'ennuyais vraiment du Québec, donc c'est plus ethnique. Et ça, c'est la façon pour moi d'expliquer à un Japonais ou à un Coréen c'est quoi de la fourrure recyclée. Parce que c'était vraiment compliqué d'expliquer dans les salons ce que je faisais quand je parlais pas toutes les langues. Donc, on voit le manteau du grand-père devenu un chapeau. Et ma muse, je pensais jamais avoir une muse, mais Elisapie Isaac, si vous la connaissez pas, c'est la meilleure chanteuse au monde, non, j'exagère, mais elle est vraiment exceptionnelle. C'est une chanteuse inuite. Elle a fait des documentaires aussi. Et donc, elle est à la fois le côté un peu québécois, très brut, mais à la fois un côté un peu rockstar que j'aime beaucoup. Et les collaborations, ça, c'en est une des grosses collaborations que j'ai fait. Rossignol m'a demandé de dessiner une collection pour eux. Donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé avec Rossignol. C'est une marque française de ski, qui voulait absolument avoir de la fourrure écologique, donc de la fourrure recyclée, et qui savait que j'avais une certaine expérience dans le vêtement de ski. Donc, on a travaillé pendant quelques années ensemble sur ça. Et là, cette année, mon nouveau projet a été d'envahir les crèmes glacées Bilboquet. Alors, question, parce que moi j'ai vu ce projet-là, donc Bilboquet qui est ma boutique de crème glacée à Montréal, a priori qui a rien à voir, non seulement avec l'industrie de la fourrure, mais aussi avec la mode, avec le prêt-à-porter, etc. Donc, qu'est-ce qui a mené à cette collaboration-là? Bien, en réalité, comme on voulait pouvoir avoir une prise de parole directe avec les consommateurs, on s'est dit comment on peut avoir plus de points de vente à Ricana. On a celui au coin d'Atwater et Saint-Antoine qui est comme la maison mère.
Mais on s'est dit, comment on pourrait étendre ça? Et moi, je suis passée devant le beau Bilboquet sur Bernard qui était fermé l'hiver. Après ça, le beau Bilboquet à Westmount qui était fermé l'hiver. Et après ça, celui du 10-30 qui était aussi fermé l'hiver. Donc, j'ai tout simplement appris le propriétaire et dit, ben, tu n'utilises pas tes magasins, est-ce que je peux les avoir? Mais après, on a créé une histoire autour de ça, des tucs couleur sorbet. Ils ont créé un sorbet avec de l'alcool dedans qui est extraordinaire. Donc, on a réellement créé une histoire autour de l'idée qu'on envahissait des lieux qui étaient vides ou à peu près vides pendant... Et tout le monde a trouvé son compte parce qu'on a fini par continuer à vendre de la crème glacée même en hiver. On en a vendu pas mal. Et nous, on s'est mis à vendre presque 2 ou 3 fois plus de tucs et de petits accessoires parce que les gens, tant qu'à passer chercher leur bûche de Noël en crème glacée, attrapaient les cadeaux de Noël. Donc, vraiment, ça a servi les deux. C'était juste un peu plus futé, un peu plus malin comme façon de faire des affaires. Parce que sinon, vous n'auriez pas pu avoir de points de vente comme ça. Ah non, pour moi, d'ouvrir trois magasins de plus en l'espace de quelques mois, ça aurait été impossible. Et là, je les ai juste les mois dont j'en ai besoin. Je suis là 4 mois, qui sont les mois d'hiver, parce que moi, en plein milieu de l'été, tout d'un coup, j'ai plus ma raison d'être dans ces points de vente-là. Très intéressant comme collaboration. Donc, on voit un tout petit peu ce que ça a pu donner comme mélange crème glacée. La fille d'Elisapi. Et ma deuxième marque, parce qu'il n'y avait pas de certification pour dire écologique et luxueux. Je n'ai pas été capable de trouver de certification. Donc, on a créé une petite façon d'expliquer, qui serait peut-être un jour une certification, qui est Écolux, qui explique toute la démarche qu'il y a derrière Arikana. Puis ça, justement, c'est quelque chose que vous mettez beaucoup de l'avant dans la marque, dans le produit, dans toute votre chaîne de fabrication. C'est un logo qu'on voit revenir souvent. C'est un petit peu la base de la marque et ça, c'est essentiel, je pense, pour toi. Bien, je pense que c'est important que les marques, peut-être les livres ou les publications, aient une prise de parole claire. Que les gens se disent, bon, moi, mes valeurs sont, j'ai envie de consommer ça, donc c'est assez clair. Puis dans la mode, c'est difficile de s'y retrouver. Quelqu'un qui voudrait consommer correctement dans la mode en ce moment, il y a de quoi se casser la tête, là. À part, tout le monde sait que si c'est marqué « Made in Bangladesh », c'est clair qu'il y a des esclaves en arrière. Tout le reste, c'est assez mitigé. Comment on fait pour consommer correctement de la mode? Dans les épiceries, maintenant, on a 2 rangées de produits bio, on a des rangées de produits locaux. Dans la mode, c'est encore un peu le fouillis. Puis, on parle... un des grands enjeux de la mode dans les dernières années, c'est la vente en ligne. On parle de tous ces géants, Amazon, on peut... puis des géants de la mode, il y en a aussi beaucoup qui créent leur propre site. On peut acheter des vêtements... on dit beaucoup que les jeunes achètent de plus en plus en ligne. Toi, il y a aussi un côté, au contraire, où on va chercher le client directement dans les boutiques. On nous montrait tout ça tout à l'heure avec Bilboquet, mais je pense que tu veux toucher directement le client. Bien, nous, le web est un sublime outil. On est en train d'apprendre à l'utiliser, mais tu sais, c'est certain que moi, j'ai des millions de choses que j'aimerais faire avec le web qui, effectivement, feraient en sorte que les gens qui ont consommé du Arikana comprendraient que ça vient du manteau d'une personne, qu'il y a toute une histoire derrière. Nous, on a réellement des choses à raconter. Il y a des marques qui n'ont rien à raconter, mais la personne ici qui a un manteau de fourrure, qui viendrait le faire modifier chez nous, qui après ça verrait avec une caméra frontale que le manteau est en train de subir avant de devenir un sac à main, une botte et tout ça. Il y aurait toutes sortes d'expériences qu'on pourrait faire vivre parce qu'on le fait vraiment. On le fait à la main, un par un. Donc, il y a tout ça que j'aimerais éventuellement faire vivre sur le web. En ce moment, notre expérience sur le web est petite. C'est plus des gens qui aiment le produit puis qui se disent, je vais en racheter pour des copines puis je m'en vais en Europe puis j'ai envie d'acheter quelque chose de québécois. Mais Arikana pourrait faire vivre beaucoup plus de choses, suivre combien d'animaux on a sauvés chaque année. On est rendu à peu près à 1 million, mais ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent le suivre au fur et à mesure qu'on avance dans nos récupérations. Ouais. Puis est-ce que le plus gros défi pour toi en ce moment dans ton entreprise, c'est quoi? Est-ce que c'est le web ou est-ce que c'est d'autres... Je pense que c'est de se réinventer, en général. Réinventer la façon dont on approche le client, réinventer la façon dont le client vient chez nous pour que l'expérience soit la plus fun possible. Parce qu'avant, on laissait tout ça dans les mains des autres commerçants. Je vendais à Simons, puis après ça, je me disais, bon, c'est fait. Là, on a envie de parler en direct avec le consommateur, mais comment on le fait? Par quoi on commence? Comment on leur fait vivre une expérience tellement le fun qui s'approprie un peu la marque puis qui reste avec nous pour pouvoir avoir une belle base puis grossir là-dessus. Après, c'est aussi de faire de plus en plus de produits le fun. On est en train de travailler sur des bottes. On est en train de... Fait que la personne qui a un chapeau qui dure 20 ans chez nous, il faut que j'y trouve d'autres choses à acheter là, parce que je n'y revendrai pas un autre chapeau, à moins qu'elle le perde. Je fais des produits qui durent tellement longtemps dans le temps qu'il faut que je leur crée d'autres désirs. Et donc, la collection avec le Bilboquet, c'est ça aussi, c'est créer à un moment donné des petites collections capsules qui vont permettre de racheter un produit, de créer de la saisonnalité aussi.
bon, il y a le bilboquet. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres collaborations dans le futur, par exemple, avec Arikana? Bien, c'est sûr que cette collaboration-là a réveillé certains autres commerçants qui disent, moi aussi, j'ai du piétage carré qui est libre. Donc, on s'est installé chez Burks. Burks nous a laissé 2000 pieds carrés dans son magasin sur Sainte-Catherine. Donc, on a un espace magnifique chez Burks. Donc, il y a d'autres personnes après qui m'ont un peu approché en disant, nous aussi, on a du piétage carré. On est prêt à le partager avec ta marque. On trouve que ça... C'est sûr que j'aime beaucoup Tesla. Ouais. C'est une marque qui est éco-luxueuse. Donc, éventuellement, d'envahir tous les garages Tesla à travers le monde me ferait plaisir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît des gens chez Tesla. Mais c'est sûr qu'on essaie de se dire, on sort du côté de quand tu as une marque, tu ouvres dans un centre commercial et tout le monde le faisait de la même façon. Moi, j'ai envie de le réinventer, de créer des igloos dans les centres de ski au Colorado qui descendraient après à Chicago ou dans les grandes villes, de trouver une façon d'être une boutique nomade et de suivre les consommateurs où ils sont au lieu de louer un bail pour 10 ans dans un endroit qui ne nous plaît pas vraiment puis où on est pris avec des garanties personnelles pour les gros centres d'achat. Toute cette façon de faire des affaires, je pense, est en train de s'éteindre. Mais ça, c'est intéressant parce que ça, pour moi, c'est presque le système D. En fait, c'est des collaborations que tu fais parce qu'au départ, tu n'as pas vraiment le choix. C'est une façon d'avoir du pied carré, tu le dis, moins cher. Et puis, ça devient presque une force parce que ça devient quelque chose à raconter de différent. Ça crée des opportunités d'affaires. On le voit avec bilboquet. Est-ce que tu penses pour toi que c'est un peu l'avenir de bien des marques d'aller dans ce sens-là? Moi, je pense qu'il faut raconter des histoires. Ouais. Vous êtes habitué de le faire parce que vous êtes dans l'édition, mais est-ce que raconter une histoire auprès d'un auteur, c'est un peu, tu sais, j'ai vu que Kim Thuy, que je connais un peu, reçoit les gens dans son jardin l'été. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une façon d'avoir des rencontres comme ça avec les gens qui publient des livres, qui en écrivent, aller dans des lieux un peu différents des librairies? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de réveiller le consommateur, de réveiller les gens? Moi, je l'ai testé, ça a fonctionné. Et j'ai l'impression que c'est plus le fun comme expérience. Pour moi, d'aller acheter un livre direct chez Kim Thuy, c'est 1000 fois mieux que sur une tablette. Donc, la tablette est malheureusement pas très sexy. Mais donc c'est ça, c'est presque à contre-courant parce qu'en ce moment tout le monde parle de vendre en ligne, de dématérialisation, de réduire les barrières justement internationales pour pouvoir exporter partout. Et toi, j'ai l'impression au contraire qu'on revient vers un commerce de proximité, vers une histoire à raconter, ce qui semble fonctionner, mais ce qui vendre en ligne, on peut faire vivre la même expérience. Ouais. Tu sais, à la limite, il y aurait quelqu'un avec une caméra chez Kim Thuy parce que la personne est à Sept-Îles puis elle peut pas aller vivre le jardin chez Kim Thuy. Ben, à ce moment-là, la personne se dit, OK, je l'achète en ligne, mais j'ai vu un peu ce qui se passait. L'idée, c'est que ça devienne une expérience. Puis je pense qu'en ligne, maintenant, il y a des fashion vidéos, il y a des trucs qui font que tu as l'impression que tu pénètres dans l'univers de la marque, ce que tu peux pas nécessairement dans un magasin. Pas toujours dans un magasin. Puis, juste pour revenir sur l'histoire de ta marque, cet ancrage très, très canadien, quand tu vas à l'international, est-ce que tu sens que c'est une force, c'est quelque chose qui te distingue du reste? C'est absolument nécessaire. Il y a une année où j'ai recyclé les robes de mariée, puis mes clients ils ont dit « This is not authentic Canadian ». Je dis « Oui, mais c'est écologique, c'est luxueux. It's not authentic Canadian ». Fait que je me suis rendu compte que pour mes clients japonais, mes clients à la base. Ben aussi, c'est qu'ils ont accès aux marques de partout dans le monde. Donc, eux, ils se disent, bon, mais moi, tant qu'à acheter de la dentelle, je vais acheter du Chanel. Je n'achèterai pas du Arikana, même s'il est recyclé. Donc, le produit, nous, on le trouve intéressant ici à Montréal, mais la perception de mes clients à l'étranger, c'est tant qu'à acheter une création Arikana, on a envie de sentir qu'on voyage au Québec, qu'on voyage dans les grands espaces, qu'il y a un lien avec la fourrure, qu'il y a une histoire qui est racontée. Puis, à travers les robes de mariée recyclées, ça a semblé pour mes clients japonais que ce n'était pas aussi intéressant. Puis toi, justement, tu disais, les gens veulent avoir accès à moi, le côté proximité avec le client. Comment concrètement tu fais ça pour éliminer toutes ces barrières entre toi et les clients? Bien, je dirais que c'est dans ma sélection de mon équipe. Ouais. Tu sais, Sarah, qui est dans ma boutique, est une fille extraordinaire qui aime déjà qui aimait déjà tout l'univers de la marque. Céline aussi. Donc, c'est d'avoir des filles ou des gars dans mon équipe qui
trippent Arikana. Des bons ambassadeurs. Et qui deviennent des ambassadeurs, qui ont réellement ces valeurs-là ancrées en eux, qui aiment, qui embarquent dans le projet de tout ça, et non pas juste des gens qui sont là parce qu'ils sont là. Donc, je pense qu'après, c'est des gens qui vont aussi le faire vivre à leur façon. Ouais. Après, j'ai la chance d'avoir des super clientes comme Elisapi, comme d'autres, qui aussi parlent de ma marque. Là. Mais ça, justement, bon, Elisapi, qui est une célébrité qui est un peu, oui, t'amuses, ton porte-parole, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Est-ce que tu travailles un peu justement sur aller chercher des influenceurs peut-être plus jeunes sur le web pour essayer de diffuser le message? On parle beaucoup justement des influenceurs en ce moment. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel tu travailles? On ne l'a jamais fait de façon très organisée. Ouais. C'est qu'on est très ouvert chez Arikana. Donc, la jeune styliste qui commence ou la jeune blogueuse qui commence, on va la traiter de la même façon. Il y a comme zéro snobisme chez Arikana. Donc, on la traite de la même façon que la journaliste qui est extrêmement connue. Donc, la petite comédienne ou la petite chanteuse qui commence, on va y prêter autant de trucs pour le tapis rouge que celle qui est très connue. Puis, je pense que ça nous sert. Ça fait que c'est une compagnie qui est mère, fille, père. Le père veut passer son manteau de fourrure à ses 2 gars, fait qu'on fait des chapeaux pour tout le monde. Donc, il y a quelque chose de très familial chez Arikana et qu'il n'y a pas de... Il y a le côté luxe, mais c'est pas un luxe avec un snobisme. C'est un luxe facile, le fun, confortable, doux. Et ça, je pense que ça fait qu'on n'a pas... On s'est toujours fait dire dans les... Tu sais, je suis allée au HEC, j'ai essayé de me former après, être formée en mode un peu plus business. Et on m'a dit, il faut absolument que tu saches exactement qui est ta clientèle, à qui tu parles. Puis je me suis rendu compte que moi, je parlais à toute la famille. Ouais. Que je parlais à la grand-mère qui était contente de passer ça à sa fille puis à ses petits-enfants. Parce que souvent, le manteau, il devient 5 morceaux Arikana. Et là, finalement, c'est toute la famille qui le porte. Autant la petite de 16 ans ou de 15 ans que la grand-maman de 60 ans. Tu sais. Ouais. On va juste faire... je vais me tourner vers la salle parce qu'on va peut-être prendre aussi des questions en cours de route. Alors, est-ce que vous avez des questions qui sont relatives à l'histoire de Mariouche, mais même des questions de façon plus large sur ce que vous vivez en édition? Vous pouvez lever la main, je vois. Ne soyez pas timide. Il s'assoit loin, il n'ose pas poser des questions. Mais allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Non? On y reviendra tout à l'heure. Ah, oui, j'en vois une. Oui, allez-y. Bon. Bien, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on va reproduire ce qu'on a commencé à tester ici comme nouvelle façon de commercialiser? Et oui. Oui, définitivement, quand moi, je vends direct aux consommateurs, les marges sont tellement meilleures que je peux au lieu d'investir, je sais pas moi, le 100 000 $ que je mettais sur les catalogues, les salons, les distributeurs, les showrooms, de mettre ce 100 000 $ pour tout d'un coup créer un buzz dans un endroit un peu inusité à Toronto, où on va le tester l'année prochaine, puis après ça aux États-Unis où on aimerait le faire. On va définitivement essayer de reproduire ça parce que l'empreinte de la marque est plus le fun. Nous, on a plus de plaisir. On crée un lien directement avec les consommateurs. On se ramasse plus de monde sur notre mailing list pour notre site Internet. Et ça revient souvent un peu moins cher même. Puis les marges sont beaucoup, beaucoup meilleures. Donc, sur du long terme, on crée un lien. Tandis qu'avec un distributeur, c'est lui qui avait le lien avec les clients quand il l'avait. Donc, oui, c'est vers ça qu'on s'en va. Une autre question? Il faut essayer de trouver d'autres idées aussi le fun que le Bill Bucket parce que c'est des super beaux endroits. Puis c'est des beaux partenaires. On est vraiment tombé sur des gens avec qui c'était le fun de travailler. Là. Que ce soit chez Burks ou au Bill Bucket, on est tombé sur des gens qui étaient prêts à nous faire un bel espace. Bon, ben moi, j'ai d'autres questions par contre. OK. On parle aussi, tu parlais de public tout à l'heure, on parle d'une jeune génération, on parle d'un fossé aussi entre des générations X, des générations Y. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ton modèle aussi, d'une façon différente de communiquer, une façon différente de faire des affaires pour développer ta marque parce qu'il y a des générations différentes? Oui, je pense que les attentes des plus jeunes générations par rapport justement à notre expérience sur le web sont beaucoup plus grandes. Comme par exemple? Eux, ils aimeraient qu'il y ait une boutique en ligne. Que la boutique en ligne est là depuis très longtemps, mais qu'elle soit beaucoup plus étoffée. Ouais. Ils aimeraient voir tout l'aspect écologique. Ils aimeraient comprendre plus la fabrication. Ils sont assez curieux
de se dire j'ai tout compris. Ils sont habitués de comprendre justement le ban au complet, là, ce qu'ils mangent le matin jusqu'à où ils vont dormir le soir. Donc, je pense qu'il faut être encore plus transparent, encore plus clair, vivre encore plus une expérience sur le web. C'est vraiment là-dessus qu'on va devoir travailler. Puis moi, ça, je trouve ça absolument génial comme médium, mais ils s'attendent à ce qu'on soit sur Instagram, ils s'attendent à ce qu'on soit sur Pinterest, ils s'attendent à ce qu'on... Puis, bien sûr, il y en a... Moi, Facebook, je suis moins Facebook. Par contre, Pinterest, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, il faut que j'essaie d'être partout. Alors que l'équipe ne grossit pas. Puis ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les médias, en édition, etc. C'est le faire plus avec moins. Il y a plus de plateformes à nourrir, il y a plus de générations à qui parler. Puis et nourrir tout ça avec tous le même les argent. jours. Les attentes, c'est qu'on tweet, qu'on met... Puis là, à un moment donné, il y a des journées, parce que tu as une petite entreprise, il faut que tu crées des collections, il faut que tu te serves tes clients, que tu t'occupes des banques, que tu t'occupes des collaborateurs. À un moment donné, there's so much you can do. Puis quand même que je raconterais ma journée à négocier avec les banques sur le web, je pense que ça n'intéressera pas personne. Donc, il y a des moments dans la vie d'un entrepreneur qui ne sont pas nécessairement très inspirantes à mettre sur le web. Mais il y a d'autres choses, par contre, où c'est assez chouette. Il faut juste avoir la discipline de le faire. Puis ça, c'est quelque chose que tu fais toi ou que tu donnes aux équipes? Parce que je pense que tu me disais tout à l'heure que vous êtes d'une douzaine à peu près 25 selon les périodes de l'année. Est-ce que tu réussis à transmettre ça à une équipe qui est pas toujours permanente d'ailleurs, qui grossit comme ça? C'est pas facile. C'est pas facile. Les employés des Bilboquet, celle de Westmount cette année, c'était une fille qui tripait Facebook, qui a fait une page Facebook, qui a fait vivre des choses sur Instagram, et c'était assez mignon. Et ça donne du résultat ou c'est difficile à calculer. De calculer ces choses-là, c'est encore difficile. C'est souvent l'année suivante où on se dit « qu'est-ce qu'on avait fait donc cette semaine-là pour que nos chiffres aient monté autant? » Donc, c'est assez difficile à calculer. Et c'est assez... J'ai pas encore la bonne méthode de dire à qui on délègue quoi. Parce que j'ai envie que mes employés deviennent des porte-parole à Ricana, mais jusqu'où? Jusqu'où ils sont capables, sont à l'aise, jusqu'où ça va bien rendre le message. Puis jusqu'où moi je suis la meilleure personne pour le faire. Il y a peut-être des choses sur lesquelles moi je ne suis pas. Donc je suis encore en gros questionnement existentiel. Il faudrait se revoir dans un an pour voir si j'ai trouvé la solution. Mais oui, il faut être beaucoup plus présent partout et d'essayer de garder le côté qualitatif n'est pas toujours facile. Puis sur l'aspect web, juste revenir là-dessus parce que de moderniser un site, de le rendre plus interactif, etc., ça coûte de l'argent. C'est probablement aussi les projets web qui sont les plus longs, les plus fastidieux, etc. Comment toi, tu t'y prends concrètement? Tu me disais que vous vouliez retravailler un peu cette expérience en ligne-là. En ce moment, ce qui n'est pas évident dans la mode, c'est que les programmes informatiques qui existent, on a soit une bonne base qui est Magento, qui est une des bonnes bases de commerce électronique, et pour ce qui est des commerces comme tels, c'est Lightspeed qui est un des meilleurs, qui est un truc québécois, qui est super bien fait. Mais Lightspeed n'a pas encore une plateforme de boutique web performante qui fait multilangue, multidevises, Donc, il y a réellement des contraintes, des grosses contraintes de logistique. Lightspeed ne peut pas faire ma boutique web, mais Magento ne peut pas faire mon point of purchase, mes boutiques physiques. D'ici quelques années, je pense que ça va être réglé, mais pour l'instant, c'est une vraie contrainte. Puis moi, je ne peux pas me payer un programmeur qui va me faire tous les liens entre les deux, avoir quelqu'un qui mène mes inventaires à jour manuellement tous les jours. Donc, il y a littéralement encore la technologie qui ne suit pas. Puis après, d'intégrer tout ça, une expérience, parce que là, c'est vraiment, ça, c'est de la prise de données pour qu'on puisse savoir, justement, calculer si on a fait une promo, est-ce que ça a valu la peine, est-ce que ça n'a pas valu la peine. Donc, tout l'aspect technologique, tu te souviens, vient souvent stopper nos inspirations de faire vivre quelque chose de le fun sur le web. D'après moi, d'ici 2-3 ans, ça va être assez réglé. L'autre chose, c'est qu'il y a plein de petites boîtes web qui sont nées et de grosses boîtes web, et tout est inégal au niveau des prix, de ce qu'on peut avoir. C'est très difficile de se retrouver pour dire, c'est vraiment lui qui va être mon partenaire pour les... Tu sais, j'ai le même graphiste depuis 17 ans, j'ai le même photographe depuis 20 ans, il y a des partenaires que j'ai depuis très longtemps. Pour le web, j'ai pas encore trouvé personne où je me suis dit, le match est parfait. Au niveau des coûts, au niveau de la grosseur d'équipe, au niveau de comment on peut suivre. Pour le web, ça, j'ai pas trouvé. Et j'ai testé différentes choses, mais j'ai pas trouvé encore. Donc, c'est encore un terrain d'apprentissage? Oui. Puis même ma boîte web vient d'être
fusionner avec une autre boîte web. Ouais. Là, je pense qu'il va peut-être y avoir quelque chose de fun à faire avec, mais ça bouge tellement, tout ça, que c'est encore un terrain d'apprentissage, effectivement. Puis, en termes de développement international, les marchés qui, pour toi, sont des marchés porteurs intéressants que tu voudrais développer dans les prochaines années, ça serait quoi? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, les États-Unis sont sharp. T'sais, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Il y a certains marchés dans les grandes stations de ski qui sont bien fun. Mais j'ai très peu touché aux États-Unis parce que il y a 4 ans, l'Europe prenait toute ma production. Ouais. Moi, je n'étais pas capable de produire à peu près 20 000 unités par saison. Tout allait en Europe. Fait que j'avais presque pas touché aux États-Unis. Puis c'était un marché que je connaissais plus, puis j'avais du plaisir avec les Européens, puis c'était une façon de revoir mes amis de Milan d'il y a 20 ans. Donc, il y avait plein de raisons qui faisaient que j'allais vers l'Europe, mais là, je suis un peu à essayer de développer les États-Unis, et il y a des beaux projets à faire avec eux, parce que ce genre de commerce-là, un peu inusité, sont très ouverts à faire ça. Donc, je dirais que les États-Unis, sinon la Corée, qui est un endroit où il fait froid, puis où ils aiment beaucoup le Canada, la Corée est un très, très beau marché pour nous à développer. Puis si on parle de concurrence, il y a des marques des grandes marques internationales qui doivent te rentrer dedans d'une certaine façon, ou tu as réussi à avoir une niche qui est un peu protégée? Je me fais surtout copier ici au Québec. Il y a beaucoup de copies de mes produits. Oui, copier au Québec? Copier. Okay. C'est presque identique des fois. Donc, je me fais surtout copier ici au Québec. Je me suis fait copier un petit peu en Europe, malheureusement, par Rossignol. Qui est un client, enfin, qui a été un partenaire, mais qui a décidé de s'approprier certains de mes trucs. Mais ça, c'est quand tu travailles avec des géants et que tu n'as pas les moyens des géants, des fois, tu te fais... mais sinon, c'est aussi... C'est flatteur. Puis c'est stimulant, c'est m'obliger, moi, à aller un peu plus loin. Mais j'ai pas de compétiteurs direct. Puis des gens qui font de la fourrure recyclée. Fendi n'a pas décidé de faire de la fourrure recyclée encore. Si Fendi se met à faire de la fourrure recyclée, là, là, je pense que ça va être un peu plus dur. Par contre, pour l'instant, comme il n'y a pas de grandes maisons qui sont spécialisées en fourrure qui le font, je suis à peu près toute seule encore sur l'échiquier. Puis la définition de ton produit, bon, il y a le mot luxe qui revient beaucoup, mais est-ce que tu le positionnes vraiment comme un produit de luxe? Ce positionnement luxe est important, ou c'est... Je dirais que je suis plus un produit très haut de gamme, fait main, avec beaucoup de l'histoire d'une marque de luxe. C'est ça, on sent beaucoup l'artisanat en arrière. Mais sans l'aspect vieillot du luxe. Parce que j'ai des produits à 24 $ et j'ai des produits à 3 000 $. Donc, j'ai un petit boîtier, faites vous-même votre propre pompon, ça coûte 24 $. Et là, les gens peuvent eux-mêmes coudre leur propre pompon sur leur tuque, sur leur porte-clés. On a développé ça pour Aubert Desserres l'an passé parce que tout le monde qui tricotait chez Aubert Desserres voulait mettre un pompon de fourrure sur les tuques. Donc, ça, on en vend des milliers d'unités, mais c'est un petit truc à 20 $.
le temps de se passer le mot que, oups, c'est fini. Donc, on récolte pas autant que si le laps de temps est au moins 2 mois. Là, on le fait 4 mois sur les bilboquets, puis on se rend compte que c'est très pertinent sur Bernard, mais qu'à Westmount, ça a définitivement baissé, puis au 10-30 a baissé. C'est comme si le buzz a duré 2 mois, puis là, le buzz s'est un petit peu éteint. Aussi parce qu'après les fêtes, les gens ont moins d'argent pour dépenser, je pense. Donc, il y a aussi ça. Donc, c'est de trouver le bon... On est encore en train de peaufiner la recette pour trouver exactement... L'autre chose qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était très important qu'on fasse circuler le personnel, que les gens qui travaillent dans la maison mère à Ricana aillent travailler dans les pop-up et que les gens des pop-up viennent travailler chez nous. Sinon, ils ne s'appropriaient pas autant le projet. Et vite, justement, le buzz du début que les employés du Bilboquet avaient pouvait descendre parce qu'il manquait d'arguments. Donc, en faisant circuler le staff comme ça, tout le monde a eu du fun d'aller travailler ailleurs. Puis ça se fait bien parce qu'on est à proximité. Si on était aux États-Unis, il y a une petite logistique un peu plus complexe de permis de travail, de ci, de ça. Donc, peut-être que là, j'aurai des moins bonnes expériences. Mais cette espèce de circulation du staff-là crée une nouvelle façon de gérer du personnel qui est bien, bien fun. Si je peux me permettre. Oui. Mettons que vous voulez attaquer le marché de la Corée. Oui. Vous allez consacrer vos énergies pendant quelques mois à faire un événement comme ça, essayer de faire monter la marque sur un marché où, a priori, vous n'êtes pas forcément attendu. Enfin, je le ferai avec des partenaires en Corée. Je ne le ferai pas toute seule. Je me trouverai carrément des gens, le fun, avec qui on s'entend bien, qui viendraient passer du temps ici au Québec pour s'imprégner de la marque. Puis après ça, peut-être que j'enverrai 1 ou 2 membres de mon équipe directement là-bas travailler pendant un certain temps. Mais je ne le ferai pas toute seule parce que là, il y a en plus une barrière de la langue qui est vraiment complexe. Aux États-Unis, ce serait déjà beaucoup plus simple. Mais oui, tant qu'à bien m'installer en Corée, j'aimerais reproduire le même type d'expérience. Probablement adapté différemment, mais ça, je n'aurais pas le choix de le faire avec des partenaires. Aussi parce que je n'ai pas envie d'être dans l'avion tout le temps. J'aime mieux aller jouer dehors. Une autre question, et j'en vois une juste ici. Oui, bonjour. Je me demandais comment vous arrivez à gérer vos stocks ou vos ventes en ligne en faisant que du produit unique. Si chaque pièce est unique, comment est-ce que vous arrivez à convaincre à l'exportation ou à gérer vos ventes en ligne? Bien, les pièces sont uniques, mais pas totalement uniques. Tu sais, quand je fais un sac en vison, il va être à peu près pareil. Le vison va être un peu plus foncé, un peu plus pâle. C'est ce sac-là où il y a du castor rasé noir, il va toujours être un peu similaire. Le cuir est recyclé, la fourrure est recyclée. Ce que j'ai dans le cou, c'est du raton teint brun. Il va sortir un peu plus foncé, un peu plus pâle, mais il va être assez similaire. Ce qui va être très différent, c'est que les doublures à l'intérieur sont 100% recyclées. Donc ça, effectivement, la personne qui reçoit son foulard, il n'y aura jamais la même doublure dedans. Parce que ça vient d'anciens manteaux de fourrure. Mais la plupart des gens aiment bien que ce soit des pièces uniques. Puis on est assez chanceux. Je ne sais plus combien de centaines d'unités on expédie chaque saison sur le web. On a très, très peu de retours. On dirait que les gens s'attendent à ce que ça soit des pièces un peu uniques. Puis quand on n'est pas certain, on leur prend carrément des photos, nous, en magasin. On leur dit, voici les 6 tucs qu'on a avec les 6 pompons différents sur du beige. Lequel préférez-vous? Donc, il y a souvent l'humain qui interagit. Mais ça nous fait plaisir de le faire. Cette année, on a un gros article dans un magazine américain, fait qu'on s'est mis à avoir plein de commandes des États-Unis. On prenait des photos en magasin. Puis là, les gens nous disaient, finalement, j'aime mieux la pièce numéro 1 ou la pièce numéro 2. Ça prend peu de temps, moins peut-être que si les gens étaient venus en magasin. Puis ils vivent un peu plus d'expérience à ce moment-là. Souvent, ils finissent par rajouter des morceaux. Nous, on fait exprès. Avec le chapeau, tout d'un coup, on met le foulard, puis on l'essaye sur une des belles filles dans la boutique, puis tout d'un coup, on fait plus de ventes. Mais c'est ce qui est quand même assez rare, justement, cette ultra-personnalisation, alors qu'on est en ce moment dans l'ère de la standardisation, j'achète en un clic en ligne. Il y a un modèle qui est intéressant, en tout cas, dans ce cas. Oui, mais moi, même si les filles ont pris 1h30 pour prendre des photos, stager tout ça un tout petit peu, c'est quelque part entre ça et le vendre à l'accordé qui, lui, l'aurait revendu, mes marges sont encore meilleures. Donc, la cliente devient une cliente un peu accrochée, ou le client, à Ricana. Ouais. Tout le temps qu'on prend, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'hommes qui viennent en magasin pendant le mois de décembre. D'ailleurs, la boutique, c'est presque que des hommes à partir du mois de décembre. Tout le temps qu'on prend pour apprivoiser les hommes et les aider à choisir des cadeaux pour leurs femmes, souvent, on les a pour leur mère, puis on les a pour leurs filles par après. Mm-hmm. Donc, en général, c'est un temps qui est bien investi. C'est payant. Donc, c'est ça. I can also answer questions in English if it's easier for you, if you want to ask any questions in English. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, il y a une question dans le fond. En fait, je ne suis pas sûr de savoir ce que je veux
vous avez parlé du Québec beaucoup comme moyen de... Comme au centre de votre marque pour l'exportation, parce que c'est l'hiver, parce qu'il y a votre muse qui est amérindienne. Donc Inuit. Pardon? Inuit. Inuit, pardon. Donc, dans votre branding, il y a beaucoup le lien avec le Québec. Est-ce que, quand vous êtes à l'exportation, est-ce que le Québec institutionnel vous aide à vous exporter à cause de ce lien-là? Institutionnel, donc est-ce que finalement... Aide à l'exportation, est-ce que vous Oui. sentez que... Oh, oui, j'ai eu la SODEC qui m'a donné un sérieux coup de main. C'est la SODEC, d'ailleurs, qui m'a donné mes premiers petits coups aux fesses pour aller exporter en Europe, qui m'a amené à Saint-Malo, faire une exposition à Saint-Malo. Puis moi, je me suis dit, bon, ben, c'est le fun, j'ai un voyage payé, je peux aller voir mes amis. Puis finalement, j'ai tout vendu ce que j'avais apporté à Saint-Malo et j'en ai profité pour aller rencontrer le Bon Marché à Paris. Puis ils m'ont fait des très belles commandes. Donc, c'est vraiment la SODEC qui m'a commencé en exportation puis qui m'a aidé beaucoup, beaucoup à mes débuts. Donc, j'ai eu l'aide du Québec, pas mal, un petit peu du fédéral, mais surtout du Québec. Il y a certains programmes qui ne sont pas toujours faciles à gérer, mais la SODEC était extraordinaire à ce niveau-là. Et est-ce que, si je fais un lien avec le monde de l'édition, est-ce que vous pensez personnellement que le brand Canada, parlons du Canada, Oui. est quelque chose qui peut être mis de l'avant dans l'exportation du livre canadien? 800 Le Canada fait rêver à peu près tout le monde à travers le monde. On est considérés comme des gens honnêtes, comme des gens le fun, joyeux, facile d'approche, colorés. C'est sûr que moi, j'en profite pour raconter mes histoires de pêche. Puis je suis une fille de bois, je suis allée vivre dans le bois, j'ai planté 200 000 arbres, pas en talons hauts, mais je l'ai fait. Et puis ça, j'en profitais là, pour en mettre plein la gueule à mes clients européens, mes trips en raquettes, tout le kit, parce que ça les fait rêver. Puis que ce soit n'importe qui, les acheteurs finaux ou les acheteurs de grands magasins, ils me le disaient, tu sais, le Bon Marché venait, ou Galerie Lafayette venait s'installer dans mon stand à la fin de la journée parce qu'elle disait, ici, on s'amuse, on est comme au Canada. Ils s'installaient dans une pile de fourrure, puis tout l'aspect Canada, je les faisais rêver. Puis je pense que le Canada, définitivement, la cote partout, puis on est chanceux. Donc, de jouer là-dessus, l'étiquette Made in Canada dans mes produits, il est assez gros. Dernière question, quel conseil vous donneriez justement aux éditeurs canadiens pour exporter leurs produits, leur contenu? Quelle est votre perception de tout venir acheter un chapeau à Ricana pour se mettre sur la tête quand ils font des salons? Je dis n'importe quoi. Mais je pense que définitivement d'essayer de ne pas faire comme les autres. Parce qu'on est le Canada, parce qu'on n'est pas... En Europe, je me rends compte que souvent, ils ont le poids des traditions sur leurs épaules, même aux États-Unis un tout petit peu. Le Canada, on a la chance de pouvoir, peut-être avec des idées un peu inusitées, puis que ça passe. Un grand éditeur français d'essayer de faire quelque chose d'un peu farfelu, il se ferait regarder bizarre. Un Canadien, je pense que toutes les portes sont ouvertes. Ils le savent qu'on pense un peu comme ça, qu'on n'a pas de frontières. Donc, je dirais d'essayer de faire différemment. Puis de s'afficher canadien, je pense que c'est pas un mal. De peut-être, à la limite, trouver un branding entre vous qui serait encore plus fort puis qui ferait que vous êtes reconnu. Quelque chose où toutes les couvertures de livres seraient d'une certaine couleur ou quelque chose comme ça, de s'associer, parce que c'est sûr qu'à chaque fois, on est des petites gouttes d'eau dans des très, très gros marchés, mais de trouver peut-être un lien. Nous, dans la mode, on est en train d'essayer de le faire parce que sinon, on a de la difficulté à se déplacer en groupe sans avoir l'air complètement perdu. Mais dans la mode, on est en train de faire une grappe de mode. On est en train d'essayer de s'associer ensemble, les plus gros avec les plus petits, parce que sinon, on n'a pas assez de poids. C'est moi, justement, d'aller en Corée, idéalement, ça serait que je le fasse avec 4 autres créateurs, puis qu'on crée quelque chose de le fun. Puis c'est peut-être pour ça que vous êtes toutes là aujourd'hui aussi, c'est de dire c'est quoi les liens que vous pouvez avoir pour faire encore plus de poids quand vous arrivez ailleurs, ou plus de buzz, ou plus de trip. Donc, sans mettre des chapeaux de fourrure à Ricana. Une dernière question, peut-être, avant d'aller manger? Oui. 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 Je parle dans le micro. Pour surfer sur les photos que j'ai vues avec votre partenariat avec le Bill Bokeh, oui.
vous parlez de l'ADN qui est très très fort de Arikana avec le Canada, le froid, etc. Puis là, tout d'un coup, je vois des petites filles avec des chapeaux fluorescents. Est-ce que le futur... Sorbet, mais en tout cas rose et rose dans les grandes plaines, on en voit moins. Là. Est-ce que ça peut être intéressant et une évolution naturelle de Arikana de quasiment créer une marque dans la marque pour aller chercher de nouveaux clients, de nouvelles générations? De faire des petites capsules, c'est le fun. Faut pas garder, faut garder le core, je pense. À chaque fois que j'ai voulu un petit peu dénaturer ma marque, je me suis fait chicaner par tout le monde parce que les gens, c'est comme ça qu'ils l'ont adopté. Ils veulent pas. Tu sais, quand j'ai voulu recycler de la soie, recycler de la robe de mariée, je me suis toujours un petit peu fait taper sur les doigts. Moi, je suis designer, fait que j'aurais envie de dessiner plein d'affaires. Si je dessine une voiture, parce que j'ai dessiné une voiture avec Citroën, il faut que je reste dans le panache de caribou pour la poignée. Il faut que je reste dans cet univers-là, qui est un peu le mien, de toute façon. Mais de faire des petites capsules où là, tout d'un coup, on va dans un univers de ski qui est un peu plus polished, un peu plus français, d'aller dans la crème glacée où là, on va un petit peu dans la couleur. Mais il ne faut pas trop s'éloigner. Il faut garder des éléments dans des petites capsules, puis il faut que le reste de la collection reste assez stable. Comme Hermès ne pourrait pas enlever certains de ses produits ou certains liens avec l'équestre, je pense qu'Arikana, à mon grand bonheur, maintenant, les gens ont des images dans leur tête que je ne peux pas complètement c'est une vraie force aussi aujourd'hui. Mais est-ce que c'est... c'est encore... mais justement, on parlait d'Hermès. Je trouve que c'est un bon exemple. Là, il y a Hermès qui s'est associé à Apple pour faire le bracelet. Est-ce que c'est une façon, justement, de garder une tradition, mais d'avoir une certaine modernité aussi? Ah, moi, je serais très contente de travailler avec Apple. mais pour l'instant, j'aimerais mieux travailler avec Tesla parce qu'ils sont plus écologiques et luxueux. Puis que j'aime les voitures. Donc... Et c'est ça apporterait une certaine modernisation parce que l'ADN, comme ça, au bout d'un moment de la tradition, peut, à un moment donné, par rapport à des nouvelles générations, être moins attirant. Tout à fait. Tout à fait. Puis moi, je suis très, très ouverte à ce genre de choses-là, mais je sais qu'il faut que je fasse attention de conserver l'espèce d'univers de base qui est très, très... très clair. Qui est l'histoire aussi de la marque. Puis je trouve ça très drôle quand je suis dans mon magasin puis que les gens ne savent pas que c'est moi, puis qu'il y a deux femmes qui s'expliquent entre elles ma marque. Souvent, ils sont très, très proches de ce que c'est vraiment. Puis dans ce temps-là, je suis assez contente de ce qu'on a accompli, mon équipe et moi, parce qu'ils expliquent correctement de tout l'univers de la marque. Moi, j'ai une dernière question, un souhait peut-être pour l'avenir de ta marque et de ton entreprise. Ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh my God, j'en ai tellement. Je dirais de la prospérité. Une entreprise, il faut que ça soit prospère. Puis on a eu des années plus difficiles. On est en train de remonter la pente, mais il a vraiment fallu se réinventer. Puis je dirais que les gens continuent à embarquer dans l'idée de consommer du beau, du bon, du durable, puis qu'il y ait d'autres marchés qui embarquent là-dedans. Parce qu'une entreprise, si je veux la faire grandir, j'ai besoin qu'elle soit prospère. Donc, et là, je suis en train de négocier pour avoir des partenaires stratégiques dans mon entreprise. C'est la première fois que je vais en avoir en 20 ans. Donc, j'espère que cette étape-là va bien se passer. Bon, on vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup, Mariusz Gagné. Merci.